officielle. Les difficultés du mouvement chrétien au deuxième et troisième siècle. On n'a pas beaucoup de temps pour le programme. L'étude que je consacre, de la Res Publica Romana. Exploiter au première vue, rien à voir avec ce. La grande idée de cette conférence va être de tenter de vous montrer les possibilités offertes par Pompéi pour comprendre l'économie antique d'une ville. Une ville qui reste une ville moyenne, entre moyenne et petite, dans le courant du 1er siècle de notre ère. La vision classique que j'imagine que vous auriez tous de Pompéi correspond à celle-ci. C'est-à-dire une ville qui a été, au même titre que cette pauvre victime de l'éruption, qui a été figée, et donc qui constituerait une espèce de photographie de l'Antiquité. Il est probable que, au terme de cette conférence, votre vision change sur cette question. En tout cas, c'est dans ce sens-là que je vais parler. Et ce changement de vision va simplement complexifier les choses et permettre de remettre Pompéi à sa juste valeur et à sa juste dimension comme exemple parfois trop universel. Donc mon propos tiendra essentiellement en 2 points. Tout d'abord, nous verrons si Pompéi est véritablement une capsule temporelle, comme on peut en avoir l'impression trop souvent. Et ensuite, à partir de cette vision remaniée de Pompéi, je vous dresserai un bilan assez rapide de l'état des connaissances actuelles sur la production urbaine et j'essaierai d'évoquer très rapidement aussi quelques pistes qui permettraient de continuer et d'approfondir cette vision. Donc, Pompéi est-elle une capsule urbaine, une capsule temporaire? On a l'habitude de considérer que Pompéi s'est arrêté en 79 au moment de l'éruption. Le principal problème est qu'en fait, avant cette éruption, il y a eu toute une série d'événements qui ont profondément transformé la ville et donc, du coup, ont transformé la perception que l'on peut en avoir quelques 2 millénaires ensuite lorsqu'on l'étudie. Le premier de ces événements est certainement le séisme de 62 ou de 63. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail de la question de savoir si le séisme a eu lieu le 5 février 63, comme nous le dit Sénèque dans les questions naturelles, ou dans le courant de l'année 62, comme nous le dit Tacite dans les Annales. Toujours est-il que pendant longtemps, cette date de 62-63, et choisir l'une ou l'autre a ensuite en fait des conséquences qui dépassent largement le seul site de Pompéi, parce que ça a aussi potentiellement une influence sur l'histoire plus strictement impériale, et en particulier sur certains événements liés à Néron. Donc toujours est-il qu'il... Voilà, là, je ne discuterai pas de savoir s'il vaut mieux préférer Sénèque ou Tacite comme source pour déterminer la date de ce séisme. Il n'en reste pas moins qu'un très violent séisme a eu lieu à Pompéi au début des années 60 et a été suffisamment fort pour être rappelé dans les sources littéraires. Au point que, pendant très longtemps, on a considéré que l'état de la ville, tel qu'ensuite elle a donc été observée par les fouilles, était lié à une absence ou un inachèvement des réparations de ce séisme de 62 ou 63, comme pourrait notamment en témoigner, enfin, la violence du séisme en question nous est témoignée par le Larraire de Caecilius Iucundus, où l'on voit le temple, notamment le temple de Jupiter, complètement renversé, y compris d'ailleurs une statue équestre dont le cavalier tente bien difficilement de maintenir son équilibre. Cette vision-là, extrêmement centrée et exclusivement centrée sur les sources littéraires, commence difficilement à avoir vécu. De toute façon, ce séisme de 62-63 reste et restera
une des dates clés pour la compréhension de Pompéi. Cependant, depuis la fin des années 1950, à partir tout d'abord des travaux de Scaffold sur la peinture, et en particulier sur la peinture de 4e style, où il voyait des incohérences dans le développement du 4e style, il y a eu des hypothèses qui ont été formées selon lesquelles il y aurait eu non pas un seul séisme, mais bel et bien plusieurs séismes qui se situerait chronologiquement entre 62-63 et l'éruption. L'hypothèse de Scaffold a tout d'abord été repoussée, en particulier par les spécialistes de peinture, et puis finalement, dans le courant des années 80 et 90, de plus en plus d'interprétations des vestiges ont poussé vers cette idée qu'il y aurait pu y avoir une activité sismique continuelle à Pompéi. Alors, le véritable problème est que cette activité sismique continuelle est quasiment impossible à illustrer. Là, je vous ai mis le four de la maison des Chastes Amants, qui pendant longtemps était un des éléments, quelque chose de supposément clair montrant voilà la souris, montrant le séisme, enfin ces séismes, avec donc un premier séisme, celui de 62-63, qui aurait créé cette faille qui ensuite aurait été réparée. L'enduit est couvert de fumée, donc au moment de l'éruption, il y avait, la boulangerie fonctionnait. Et malgré tout, la boulangerie a été découverte par les fouilleurs dans un état tout à fait discutable d'inachèvement, et donc ça veut dire qu'il y aurait eu un deuxième séisme. Bon, la reprise des données sur cette boulangerie en particulier a fait que désormais, malheureusement, on peut l'écarter. Et en fait, si la boulangerie se trouve dans l'état dans lequel on la voit, c'est essentiellement à cause de déprédations successives à l'éruption. Et donc malheureusement, alors voilà, je crois, c'est assez horrible à dire en fait comme ça, cependant, je crois aux plusieurs séismes, à la multiplicité des séismes, à l'activité sismique continuelle entre 62, 63 et 79. Elle est malheureusement quasiment impossible à démontrer de manière simple, en tout cas. Cependant, cette question-là, quand même cela resterait une hypothèse, nous amène du coup aussi à revoir certains éléments traditionnellement interprétés comme étant liés au séisme de 62-63. En particulier, les dépôts de chaux que l'on trouve dans de très nombreuses maisons, doit-on les considérer comme... Alors on les considérera comme des travaux en cours et inachevés au moment de l'éruption. Doit-on les considérer comme des travaux liés au tremblement de terre de 62-63, liés aux tremblements de terre successifs, ou bien tout simplement aussi liés à des travaux qui devaient être des travaux normaux, qui devaient être faits et qui ont simplement été interrompus par l'éruption. La réponse à cette question est évidemment quasiment impossible à trouver. Cependant, il faut donc en permanence avoir en tête à Pompéi que non seulement il y a pu y avoir plusieurs catastrophes avant l'éruption, mais aussi que tout ne doit pas nécessairement être interprété dans un sens catastrophiste. De la même manière, il existe plusieurs friches urbaines à l'intérieur de la ville. Alors, celle-ci, depuis que cette photo a été prise, a été fouillée par la surintendance de Pompéi. Donc on attend avec impatience les résultats de cette fouille. Nous nous trouvons ici juste au sud. Voilà, nous étions ici, donc juste au sud des thermes centraux. Et vous avez ici sur cette carte la quasiment dizaine de friches urbaines, c'est-à-dire d'espaces qui n'étaient pas construits, qui étaient en voie de remblaiement, dans laquelle il y avait éventuellement des ordures qui étaient disposées. Même question. Doit-on considérer ces friches urbaines comme la conséquence de 62-63, comme la conséquence des tremblements de terre successifs, ou bien comme une situation normale qui serait quasiment impossible à voir par une archéologie normale, classique, en dehors de Pompéi? C'est-à-dire qu'on verrait simplement peut-être une phase d'abandon pour ces parcelles. Donc, il faut bien voir que si on a toujours l'impression que Pompéi a été congelé d'un coup par... Enfin,
prise figée par l'éruption, en fait, il y avait toute une série de mouvements qui peuvent participer de la vie urbaine normale et qu'on a beaucoup de mal à interpréter. Alors, je ne m'attarderai pas non plus sur cette question. Nous ne savons actuellement pas quelle est la date réelle de l'éruption du Vésuve. La datation classique par Pline au 24 août a été contestée par la découverte non pas de celui-ci, mais d'un denier d'argent probablement du même type qui aurait été frappé après le 6 et le 7 septembre de l'année 79, et qui a donc été découvert dans la ville que des fuyards tentaient d'emmener avec eux. Donc cela décalerait la date de l'éruption à l'automne, ce qui pourrait également correspondre avec une partie de la tradition manuscrite. Cependant, entre-temps, la pièce a de nouveau été regardée par un numismate qui renvoie en arrière et donc qui permet peut-être en tout cas de ne pas utiliser cette pièce comme l'argument ultime pour dire que l'éruption a eu lieu à l'automne, sachant qu'il y a eu tout de même toute une série d'arguments archéologiques, notamment l'utilisation des braseros et une analyse également des macro-restes végétaux qui pousseraient plus tout de même vers une éruption automnale qu'à la toute fin de l'été. Mais donc nous ne savons absolument pas de manière certaine et définitive à quelle date a eu lieu l'éruption. En revanche, après l'éruption, Suétone nous dit, dans la vie de Titus, que l'empereur a envoyé des curatores choisis parmi les consulaires qui avaient donc pour mission de tenter de faire un état des lieux des biens ensevelis par le Vésuve, de déterminer à qui appartenaient ces biens, ces terres notamment, et de tenter ensuite, à partir de là, de les rendre à leurs éventuels héritiers, et voilà, le texte s'arrête là. Malheureusement, nous n'avons que ce texte pour comprendre l'action impériale immédiatement au sortir de l'éruption. Et il n'est pas impossible que l'état dans lequel on voit actuellement le forum, alors quand bien même depuis les colonnes ont été remontées pour des questions de présentation touristique pour l'essentiel, malgré tout, une grande partie du pavement du forum a disparu, et donc il est hautement probable que ces disparitions soient liées à l'action impériale. Et là, je renverrai aux travaux en cours de publication de Sandra Zanel, qui montrent bien comment elle a réussi, à travers l'étude des archives, à proposer plusieurs hypothèses d'évacuation, en fait, du marbre et du métal aussi, qui aurait été récupéré en particulier sur la place publique, vers l'extérieur de la ville. Donc, on aurait une remarquable intervention impériale qui aurait au moins touché le centre monumental. Et à côté de ça, d'autres interventions ont pu avoir lieu par la suite, faites par des privés à des dates qui sont malheureusement souvent quasiment impossibles à déterminer. Cette date, c'est l'exemple que vous avez sous les yeux, a été fouillé cet été, toujours dans le cadre des travaux de Sandra Zanel, dirigés par Sandra Zanel à Portercolano. Et vous avez donc sur la gauche la situation telle qu'on a pu l'observer. Alors au départ, nous étions très contents, il y avait beaucoup de matériel éruptif, on se disait chic. Nos prédécesseurs en fouille n'ont pas fini d'enlever le matériel éruptif, et donc on espérait en fait inconsciemment retrouver une photo de Pompéi dans cette arrière-boutique. Et en fait non, car alors à un moment indéterminé, un tunnel a été creusé, et on le voit ici avant qu'il ne soit vidé, et ici après qu'il ait été vidé, là encore, pour récupérer du métal. C'est-à-dire que ce tuyau de plomb que vous voyez ici a été coupé net. En fait, il devait vraisemblablement continuer vers le dessus. Ils l'ont vu de l'extérieur, on ne sait pas comment, ils l'ont suivi, et ils ont ensuite malheureusement détruit
un très intéressant aménagement lié à la métallurgie du bronze en le coupant en deux pour simplement suivre un tuyau en plomb. D'autres exemples peuvent être invoqués du même ordre, toujours pour les mêmes raisons. On voit ici, ah oui tiens c'est resté en anglais ça. On voit ici deux chauffe-eau, enfin un chauffe-eau dans une boulangerie qui est un des rares rescapés de ces chauffe-eau. Théoriquement on aurait dû en retrouver entre 25 et 30. Seuls 2 ont réchappé à la récupération après l'éruption, parce que finalement c'était relativement simple. Les fours de boulanger dépassaient vraisemblablement au-dessus du matériel éruptif. Il suffisait donc de savoir qu'il y avait potentiellement du métal en dessous. On descendait dans la cheminée, on récupérait le métal et c'était fini. Et de la même manière, le texte que je vous ai mis ici, qui est un extrait des journaux de fouilles lié à la fouille d'une boulangerie dans les années 1960, explique très clairement que une meule, donc quand même un bloc de basalte qui fait entre 100 et 150 kg, a été découvert à environ 2,50 m du sol. C'est-à-dire que là aussi, fort de la localisation possible de cette boulangerie, des explorateurs post-éruption sont venus là, ont commencé à tenter d'extraire la meule, et après on ne sait pas pourquoi ils ont arrêté après l'avoir pourtant soulevée de 2,50 m et l'ont abandonnée là. Et d'une manière générale, en fait, ce type d'exploration qui ont lieu entre au moins 79 et, mettons, 1748, même s'il n'est pas impossible que ça continue encore un peu ensuite, sont quasiment impossibles à dater, ont été généralement très mal observés au moment des premières fouilles et ont malgré tout causé des dommages à peu près irrémédiables. Autre type de perturbation, les fouilles. Je sais que ça peut être absurde de dire que les fouilles ont généré des perturbations, et pourtant, il se trouve que l'optique dans laquelle ont été faits les dégagements entre 1748 et 2016 a considérablement varié. Et dans un premier temps, le but était quasiment exclusivement d'enrichir les collections du roi de Naples en statues, en bronze, en marbre et en peinture. Et du coup, les dégagements étaient extrêmement rapides et malgré tous les essais d'analyse des archives de fouilles que l'on peut tenter, il est extrêmement difficile de réussir à retracer l'intégralité de ce qui a pu être observé. Alors, en plus, il y a une espèce d'amélioration progressive. L'acmé de la bonne qualité des archives de fouilles, correspondant tout de même au règne d'Amedeo Maiuri et juste avant, c'est-à-dire en gros entre 1905 et 1942, donc ce qui est orange et rouge un peu vif, mais dans la seconde partie de son règne et même depuis, l'accès aux archives de fouilles, quand il est possible, est assez désespérant, c'est-à-dire que même des fouilles qui ont été faites dans les années 50 ou 60 sont d'une pauvreté en termes d'archives qui fait qu'on ne peut absolument pas savoir, ou très peu ou très difficilement, ce qui a été découvert. Et bien évidemment, au milieu de tout ça, les espaces de production n'ont jamais véritablement intéressé qui que ce soit, donc autant dire que les pertes sont encore plus dramatiques sur les espaces de production. Donc oui, Pompéi est indéniablement une capsule temporelle. Cependant, elle est endommagée à cause d'une part de perturbations antérieures à l'éruption. Tout d'abord, cette probable activité sismique continuelle et puis ce processus de résilience justement tentant de lutter contre ces tremblements de terre au fur et à mesure qui aura fait que la ville, quand bien même il n'y aurait pas eu des perturbations après l'éruption, était dans un état de travaux, de tenter de se remettre de ces premières catastrophes, et donc n'était pas dans un état normal. Ensuite, bien évidemment, des perturbations postérieures à l'éruption, qui ont occasionné d'une part une destruction d'informations,
En particulier quand il y a eu des explorations immédiatement successives et pendant plusieurs siècles sur le site, et également une perte d'informations qui, elle, est liée pour l'essentiel à l'activité archéologique. Bien, fort de cette image malheureusement un peu plus floue que prévu, je vais tenter de vous présenter comment il est malgré tout possible de percevoir les espaces de production à Pompéi. Dans le livre que faisait passer Christelle tout à l'heure, qui était ma thèse, j'avais proposé cette carte. Cette carte était censée avoir tous les avantages du monde. Elle pouvait donner l'impression que, de cette manière, on avait une vision complète de l'espace, du paysage productif à Pompéi en 79. Au-delà de la simple identification des locaux, des ateliers, j'essayais aussi, avec une espèce de fausse représentation tridimensionnelle, de donner des informations quantitatives sur le nombre de dolias dans les commerces alimentaires, le nombre de meules dans les boulangeries, etc., etc. Effectivement, j'ai publié ceci en 2010. Le but était de comparer le paysage productif de Pompéi à celui d'Herculanum. Disons que quelques années plus tard, j'éviterai probablement de refaire cette carte, ne serait-ce que parce qu'elle est complètement pas fausse, mais disons qu'elle induit en tout cas des biais et elle fausse de manière évidente la perception que peut en avoir le lecteur. Tentons justement de reprendre tout ceci, même si je continuerai de m'appuyer bien évidemment sur cette carte. Une grande partie des espaces de production que j'ai pu étudier sont ceux liés au commerce alimentaire, qui se présentent tous plus ou moins de la même manière, à savoir un comptoir maçonné dans lequel sont éventuellement insérés des dolias qui pouvaient, en fonction des interprétations, contenir soit des liquides, j'y crois très très peu, soit des denrées solides en vrac, et donc ce type d'atelier, d'espace, de boutique, constitue le plus grand nombre connu à Pompéi, puisqu'on en a 158, pour environ 880 espaces de production et de commerce dans la ville. Alors, pendant longtemps, il y a eu une espèce de guerre latine autour de ces locaux. Fort heureusement, cette guerre latine, qui donc tentait soit d'utiliser le terme de thermipolium, transformé par les archéologues en thermopolium, espèce d'apax chez Plaute, bref, l'utilisation absurde d'un nom latin. Ensuite, il y a eu des tentatives aussi de les appeler popinés, ce qui n'est guère plus efficient. Et puis, donc, finalement, voilà, appelons-les simplement commerce alimentaire. Si véritablement nous avons besoin de leur donner un nom latin, nous pouvons les appeler Kaopona, Kaopone. Ce sera beaucoup plus simple et certainement plus juste à tout point de vue. Donc, de ce point de vue-là, on peut considérer qu'en l'état actuel, la recherche a atteint, on est arrivé à un bon niveau de compréhension de ce qu'étaient ces commerces alimentaires, de la façon dont on peut comprendre leurs aménagements. En revanche, une chose est sûre, c'est qu'il y aurait encore à faire, puisqu'il faudrait au minimum profiter de l'avantage supposément offert par Pompéi, et comprendre quels étaient les différents objets, les différents outils utilisés dans le cadre du fonctionnement de ces commerces alimentaires. Pour ne citer qu'un exemple, la boutique dite d'Azélina que vous avez ici en cours de fouille, présentée au public et restituée numériquement, n'a toujours pas fait l'objet d'une étude archéologique au sens du XXIe siècle qui soit complète. C'est-à-dire que le catalogue et le dessin et l'étude de tous les objets qui ont été trouvés n'existent malheureusement toujours pas. Alors que vous retrouvez cette boutique utilisée comme exemple à peu près partout. Alors, un élément qui a fait couler beaucoup d'encre à Pompéi,
est celui de la filière textile. La filière textile a été utilisée depuis les années 70 jusqu'à très récemment, au moins jusqu'en 2013, pour tenter d'avoir une idée globale de la position de Pompéi dans l'économie antique. L'idée étant de déterminer s'il s'agissait ou non d'une ville tournée vers le textile, et partant de là, s'il s'agissait d'une ville de consommation ou d'une ville de production. Là aussi, les travaux récents menés en particulier par Miko Flor, Philippe Borgard, moi-même dans une très moindre mesure, ont permis petit à petit d'arriver à une image un peu plus claire, non seulement des différents locaux existants sur le site, mais également peut-être de la façon dont on peut les interpréter. Bien évidemment, il reste encore des problèmes d'interprétation, et en particulier sur ces ateliers-là, pour lesquels nous ne disposons pas de nom latin. Le nom latin d'Officina Lanificaria, qui a longtemps été utilisé, est une aberration à tout sens. Et donc ces ateliers sont constitués pour l'essentiel d'une table maçonnée dans laquelle sont insérées une ou plusieurs chaudières dites basses que vous voyez ici encore avec leur feuille de plomb et que vous voyez ici sans la feuille de plomb, c'est-à-dire il s'agit simplement d'une grande chaudière en plomb qui est chauffée par en dessous et qui permet donc de chauffer son contenu restant encore à exposer. Tous ces ateliers disposent également en général d'un bassin, et la plupart du temps disposent aussi, ce qui est une particularité tant à Pompéi qu'à Herculanum, d'un sol généralement constitué de briques, de grandes tuiles, posées à plat, laissant supposer qu'il pouvait y avoir de l'eau qui sautait un petit peu partout. Miko Flor récemment a tenté de proposer que ces ateliers, que l'on retrouve au nombre de 24 selon mon propre décompte, une quinzaine selon le sien, que donc ces ateliers étaient liés à un travail en lien avec des animaux, en particulier avec des moutons, mais plutôt du côté de la viande que du côté de la laine. Alors bon, là, je renverrai au débat que nous avons créé l'un l'autre dans, je crois, le Journal of Roman Archaeology de 2013, où Miko Flor présente ses idées, je lui réponds. À mon sens, son interprétation ne tient pas. Il faut continuer d'avoir l'interprétation somme toute traditionnelle qui avait déjà elle-même déclenché une grande partie du débat sur la production textile, à savoir que ces ateliers permettaient tout simplement de nettoyer de la laine, et que donc en fait on a une des premières étapes de la production de textile dans la ville ici, c'est-à-dire que grâce à ces chaudières en fait on pouvait enlever le suin et donc avoir finalement une laine qui pouvait commencer à être travaillée. Et donc, on en est finalement là. Nous avons enterré l'âge de guerre avec Miko Flor. Chacun reste ferme sur ses positions. Maintenant, il faudrait au choix trouver un autre de ces ateliers et le fouiller convenablement, parce que malheureusement, la plupart d'entre eux ici ont été fouillés à des périodes extrêmement précoces dans l'histoire des fouilles, et donc il est particulièrement difficile de savoir ce qui a été découvert dedans. Ou bien tout simplement peut-être passer à autre chose. Il y a suffisamment eu d'écrits sur ces ateliers pour ne pas en rajouter. Des travaux qui ont extrêmement récents, qui pour le coup peuvent être considérés comme aboutis, sont ceux qui ont été menés par Philippe Borgard sur les teintureries. Et donc, il a repris l'intégralité du dossier, et donc les 8 teintureries connues à Pompéi, qui se reconnaissent toutes par l'existence de plusieurs chaudières qui sont dites
par Philippe Borgard, chaudières hautes, en ceci qu'elles ne sont pas, elles sont effectivement plus hautes que celles que nous avons vues précédemment, et surtout elles ne sont pas prises dans une table maçonnée. Elles sont toutes séparées, mais il y en a toujours une qui se distingue des autres, soit par son volume, c'est celle que l'on voit ici, vous avez le plan là, soit par son volume, soit par son éloignement des autres. Elle est généralement isolée. Et donc cela, cela a permis à Philippe Borgard de comprendre qu'il s'agissait de cuves de mordançage, c'est-à-dire en fait permettant d'apprêter la laine avant le processus de teinture, en particulier en utilisant de l'alun. Et il a notamment pu bénéficier, il a mis en place tout un programme d'expérimentation. Vous voyez ici une cuve de mordançage en cours de fonctionnement à Pompéi même, tandis que nous avons ici le résultat de cette teinture qui a été effectuée à Riez. Et donc là, ici, de la teinture faite sur fil. Et donc, les travaux de Philippe Borgard ont permis de mettre en avant deux types de teintureries. D'une part, des teintureries dites de grand teint, qui permettaient donc en fait de faire la première teinture soit sur étoffe, soit sur laine, et seulement deux teintureries de petit teint qui, elles, étaient la reprise tout simplement de la teinture une fois que celle-ci était un petit peu passée. Dernier élément de la chaîne opératoire textile qui a bénéficié considérablement des travaux de Micoflore, qui a consacré sa thèse qui est sortie en 2013, les fouleries, où donc vous avez ici très rapidement et sans entrer dans le détail la chaîne opératoire des fouleries, avec donc tout d'abord le piétinement du linge, alors vraisemblablement en utilisant des substances alcalines telles que d'une part de l'argile, d'autre part de l'urine, donc représenté ici sur un pilier peint, et ici on voit les stalles telles qu'elles étaient à Pompéi. Les fouleries sont généralement très grandes consommatrices d'eau, et on a ici le bassin permettant, en fait, l'échelonnement de bassin permettant d'aboutir à un rinçage, de faciliter le rinçage de l'étoffe après qu'elle ait été nettoyée. Et puis finalement, les deux dernières étapes sont constituées d'une part par un peignage et éventuellement une sulfuration de l'ensemble, voire dans certains cas un repassage en utilisant une presse. À travers ces études, Micoflore a mis en évidence deux grands groupes liés, groupes constitués en fonction de l'investissement nécessaire pour mettre en place ces ateliers. Donc en fait, ça correspond peu ou prou, mais pas seulement, à la surface exploitée, mais aussi justement à la construction d'aménagements nécessitant notamment ou non de grands apports en eau. Et donc Micoflore a déterminé pour l'essentiel deux groupes. Alors après, je m'éloigne un petit peu de ces interprétations. Donc un groupe de toutes petites fouleries, qui seraient dans le fond simplement des fouleries utilisées dans la vie quotidienne pour nettoyer le linge, et qui sont les plus nombreuses. Elles sont au nombre de 7. Alors je ne sais pas si on les voit bien, mais ce sont les plus petites là, là comme ça, qui sont réparties un petit peu à travers toute la ville. Et de l'autre, 4 fouleries qui représentent des investissements beaucoup plus conséquents. Et alors c'est là aussi où l'interprétation générale de ces grandes fouleries nous renvoie à l'interprétation sur l'économie textile à Pompéi. Micoflore y voit à juste titre des fouleries simplement moyennes, en particulier en comparaison de très très grandes fouleries que l'on connaît à Rome et à Ostie.
Cependant, et il refuse de les voir, il y voit plus des grandes fouleries utilisées pour s'occuper du tissu de l'élite. Bon, j'aurais tendance à suivre les interprétations récemment proposées par Jean-Pierre Brun dans le cadre de son cours au Collège de France, où il dit également que ces teintureries étaient vraisemblablement plutôt destinées à l'achèvement de la production et permettraient donc tout de même de considérer qu'il y avait une forme de production textile à Pompéi. Si on regarde l'ensemble de ces aménagements, de ces ateliers, qui sont tous des ateliers avec des aménagements construits, on peut juste voir notamment qu'il y a une espèce de concentration plutôt dans la partie centrale de la ville. Et en première approche, on considérera que cette concentration est d'abord due à des impératifs de besoin en eau, puisque grosso modo, quand même, la majeure partie de l'eau arrivant depuis le château d'eau de Porta Vesuvio ici, passait plus facilement dans la partie centrale, dans le talweg central de la ville, que sur les côtés, en particulier vraisemblablement au moment de l'éruption. Il y aurait donc une production, à mon sens, il y aurait une production textile à Pompéi. Le problème qui reste encore insoluble, mais il sera insoluble de toute éternité, est de savoir où étaient les moutons. J'aime beaucoup cette image prise par Frédéric Povarel, photographe avec qui je travaille depuis 5 ou 6 ans et qui a fait cette photo en 1973. Quiconque s'est rendu à Pompéi récemment serait bien en mal de déterminer, d'imaginer simplement qu'il y ait des moutons autour. Là, en 1973, des moutons, effectivement, passaient sur le site. Alors, on ne sait ni d'où ils viennent, ni d'où ils venaient, ni où ils allaient, mais j'aime beaucoup cette image parce que, bon, au-delà de la provocation évidente qu'elle comporte, elle permet aussi de nous obliger à réfléchir en tentant de faire abstraction de la Pompéi telle qu'on la connaît. Oui, il y aurait vraisemblablement possibilité de mettre des moutons quelque part dans l'arrière-pays de Pompéi, éventuellement sur les monts Latari, on ne sait pas où. Cependant, à mon sens, il y a encore trop d'ateliers liés à la production textile pour qu'il n'y ait pas véritablement eu une production se déroulant en ville. Mais bon. Alors, je vais passer très rapidement sur celui-ci, ne serait-ce que pour vous encourager à venir vendredi, quand j'en parlerai en détail, sur les boulangeries. Les boulangeries, ça fait maintenant une dizaine d'années que je les étudie en long, en large et en travers. Et donc, il y a eu moyen maintenant de bien reprendre ce dossier et je vous en présenterai les premières conclusions vendredi dans le cadre du séminaire. Ce qui est important à mon sens tout de même de noter et qui rentre justement dans ces informations qu'on a pu dégager avec l'équipe qui a travaillé avec moi sur les boulangeries, c'est que l'image que j'avais présentée là encore en 2010 était celle-ci, donc une image avec 41 boulangeries, dont 33 commerciales, et puis des emplacements possibles de meules. Et donc là encore, je donnais l'impression qu'on pouvait comparer la puissance de production des boulangeries pompéiennes en comptant les meules. Et puis à force de reprendre le nettoyage de ces boulangeries, eh bien en fait, de nombreuses meules se sont avérées, ce sont toutes celles qui sont passées soit en noir, soit en rouge, soit extrêmement endommagées, quand certaines boulangeries n'étaient pas tout simplement en voie de démantèlement en 1979. Et donc, voilà, c'est merveilleux d'avoir quarantaine de boulangeries à étudier. Le problème, c'est qu'une grande partie d'entre elles n'étaient pas fonctionnelles au moment de l'éruption. Et donc, tout le discours qu'on doit avoir sur ces boulangeries, au-delà de la description minutieuse de chacune d'entre elles, doit également tenter de prendre en considération leur évolution et le fait que certaines étaient déjà détruites depuis un certain temps, d'autres en phase de destruction et que peut-être d'autres allaient de nouveau émerger. Et donc,
tout discours sur la boulangerie à Pompéi qui tenterait de prendre les 33 boulangeries commerciales en bloc serait nécessairement complètement faux. Il va falloir que j'accélère un petit peu. Un autre problème par rapport au paysage productif de Pompéi est que nous n'avons que très très peu d'éléments liés à la production métallurgique. Les ateliers métallurgiques sont particulièrement peu nombreux. Vous avez à gauche un atelier de plombier fouillé il y a une dizaine d'années maintenant, et à droite, vous avez l'atelier mélangeant le fer et le bronze qui a donc été découvert cet été avec cette très jolie fosse de coulée de bronze moyen qui a donc été dégagée cet été et qui permettent d'avoir un nouvel atelier lié à la métallurgie à Pompéi. Mais si vous... Alors là, normalement, vous allez vous arracher les yeux car vous ne les verrez pas, et pour cause, ils sont très très peu nombreux. Du coup, passons directement à ceci. Ceci est une comparaison du paysage productif tel qu'il a pu être reconnu à gauche pour l'ensemble de la Suisse moderne actuelle. Pour le 1er siècle de notre ère, cependant, reconnu dans le cadre des travaux Crafts, enfin du projet Crafts, où donc on a en particulier pour la métallurgie du fer 68 ateliers pour l'ensemble de la Suisse qui ont été découverts, et 68 ateliers liés à la métallurgie du fer et 28 liés à la métallurgie des alliages cuivreux. À Pompéi, on a peut-être vaguement 5 ateliers liés à la métallurgie du fer et à peine 2 liés à la métallurgie des alliages cuivreux. Inversement, on a donc 35 boulangeries indiquées ici et aucune en Suisse. Ça veut dire que l'image de Pompéi, à cause à la fois de la façon dont les fouilles ont été faites et à cause également de la façon dont les études ont été faites suite à ces fouilles, se sont essentiellement concentrées sur les ateliers présentant des aménagements construits. Revenons à cette image qui est complétée par rapport à la première version que je vous ai présentée tout à l'heure avec les jardins. Dans le fond, que nous dit cette image? Cette image nous dit que les Pompéiens ne faisaient que manger, éventuellement du pain. Malgré tout, ils nettoyaient et teignaient des pièces de tissu qu'ils n'avaient pas eux-mêmes tissées, parce que je ne vous ai montré aucun atelier de tissage. Cependant, et alors là sans détailler, ils buvaient peut-être un petit peu leur vin et éventuellement étaient parfumés grâce à des parfums qu'ils produisaient en ville. Voilà l'image que l'on peut obtenir de Pompéi en s'intéressant exclusivement aux ateliers ayant des aménagements construits. Bien évidemment, cette image est on ne peut plus lacunaire. Très rapidement, et donc il faudrait tenter de chercher ce que j'appelle la production invisible, toutes ces activités invisibles, et en fait tout ce que nous savons ne pas savoir, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Voici une très jolie carte de répartition des ateliers de tissage tels qu'on peut les reconstituer en cherchant les pesons, les concentrations de pesons de tisserands. Donc il y a une quinzaine de pesons, de métiers à tisser pouvant être restitués. Et vous en avez un exemple ici, ce sont essentiellement des métiers à tisser utilisant des pesons en plomb. Et donc là, effectivement, dans cet atelier, il y a eu 80 pesons en plomb qui ont été découverts. Donc on est sûr qu'il y avait ici un métier à tisser. Cependant, ce nombre de 15 apparaît extrêmement insuffisant. Et peut-être la réponse se trouve-t-elle finalement à Herculanum, où un métier à tisser a été découvert, et c'est un métier à tisser vertical n'utilisant pas de pesons de ce type. Et donc c'est très simple. Si il n'y avait pas de pesons, le textile, la production textile est, bien que nous soyons à Pompéi, définitivement invisible. Le bois a certes été conservé, mais enfin seulement dans une très infime mesure. Et donc, et je vais là encore passer encore plus rapidement sur cet exemple, un autre exemple de production complètement invisible peut être restitué grâce
à l'analyse de ces objets qui ont été découverts dans une maison qui, a priori, n'a rien d'un atelier, dans laquelle, cependant, on a découvert plusieurs groupes en fait, d'outils regroupés dans 2 pièces et dans lesquels il y avait à chaque fois des boutoirs, donc ces lames permettant de rectifier les sabots des chevaux, des forces, mais des forces de bonne dimension permettant vraisemblablement de découper du cuir, et des scalpels vraisemblablement destinés à la même opération. Donc une analyse simple du plan de cette maison dirait, bah oui, c'est une maison à atrium, parce qu'il y a effectivement un atrium, et c'est tout, elle était dépourvue de toute implantation commerciale. Cependant, dans cette maison, je restituerais volontiers le travail d'un sellier et d'un maréchal ferrant, même si le terme est évidemment très mal trouvé, pour une période à laquelle il n'y avait pas de fer au pied des chevaux. Mais donc, quelqu'un travaillant autour des chevaux. Et là, c'est très simple, cette production est absolument invisible si on ne va pas chercher les objets. Un épilogue. Je vais tenter peut-être de mettre une petite touche positive par rapport à tout ceci. Donc Pompéi est une capsule temporelle très endommagée. Le tremblement de terre de 62-63 est et restera un événement, une date particulièrement importante et sensible pour l'histoire des études de Pompéi, mais il faut il faut continuer à considérer qu'il n'y a pas eu que ceci, et donc tenter de transformer aussi nos interprétations à l'aune de cette multiplication des secousses sismiques. Les lacunes de cette capsule, et c'est une des touches positives, peuvent encore être récupérées. C'est-à-dire qu'il est indispensable de, non seulement tant que des choses sont encore visibles, de continuer le travail de documentation sur le site, mais également de continuer et d'accroître les plongées dans les archives de façon à restituer autant que possible ce qui a été un petit peu perdu de vue depuis. Il est donc possible de prendre à Pompéi la mesure des pratiques économiques, à condition de sortir de vues trop partielles qui rendent notre perception parfois trop étroite. Cette vue est trop partielle, en particulier parce que, pour l'instant, et moi inclus, pour l'instant, on s'est contenté d'étudier seulement toujours la même filière, enfin une filière, et chaque filière séparément, sans jamais vraiment chercher à faire des liens entre ces différentes filières, entre ces différents secteurs de production. Et je suis pourtant convaincu que c'est par l'analyse de ces liens et la restitution de ces liens qu'il sera peut-être finalement possible un jour d'avoir une vision qui ne soit pas complètement tronquée de l'économie productive à Pompéi. Et je vous remercie. Les difficultés du mouvement chrétien au IIe et IIIe siècle. On n'a pas beaucoup de temps d'après le programme. L'étude que je consacre, de la Res Publica Romana. Exploité Première vue, rien à voir avec ce